Je m'appelle Vernon Hutchkin. J'ai 45 ans et, il y a 6 mois, j'avais tout. Une entreprise de construction prospère, une maison que j'avais construite de mes propres mains, 2 beaux enfants, et une femme que j'aimais depuis le lycée. Maintenant, je vis dans la chambre 107 du Sunset Valley Motel, où les murs sont si fins que j'entends mon voisin pleurer jusqu'à s'endormir chaque nuit. Parfois, je me demande s'il m'entend faire de même. L'homme au costume cher se tenait toujours à ma porte, tenant une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma facture mensuelle de motel. Derrière lui, la lumière clignotante du néon du parking faisait danser des ombres sur son visage. Il ressemblait au genre d'homme qui n'a jamais eu à vendre son alliance pour payer les factures médicales de quelqu'un d'autre. Le genre d'homme que mon ex-femme disait vouloir à ma place. Puis j'entrai, M. Hutchkin. Ce que j'ai à vous montrer ne devrait pas être discuté sur le pas de la porte. J'ai regardé ma chambre pathétique, le lit défait, une plaque chauffante sur une table de cartes, et des boîtes de ma vie empilées contre le mur. Pas vraiment prêt pour les visiteurs, mais quelque chose dans ses yeux m'a fait m'écarter. 5 minutes, ai-je dit, puis vous devez partir. Il est entré, a posé sa mallette sur mon lit et s'est tourné vers moi. Monsieur Hutchkin, je m'appelle Theodore Ashford. Je suis détective privé, et j'ai été engagé par quelqu'un qui se soucie beaucoup de vous. Quelqu'un qui n'a jamais cru à l'histoire que votre femme a racontée. Ex-femme, les jeux corrigés, le mot encore amer dans ma bouche. Oui, bien sûr. Votre ex-femme, Mélodie. Il a ouvert sa mallette et a sorti un épais dossier Kraft. Dites-moi, M. Hutchkin, avez-vous déjà rencontré le docteur Harrison Vance avant le diagnostic de votre femme? Son oncologue? Non. Elle l'a trouvé grâce à la recommandation d'un spécialiste. Elle a dit qu'il était le meilleur de Denver pour le cancer de l'ovaire. Pourquoi? Théodore a sorti une photographie. Elle montrait Mélodie à ce qui ressemblait à un barbecue familial, riant avec un homme que j'ai immédiatement reconnu, le docteur Vance. Mais cette photo datait de 3 ans, bien avant son diagnostic. Le docteur Harrison Vance est le cousin au 2e degré de votre ex-femme, Monsieur Hutchkin, et il l'aide à planifier quelque chose de vraiment diabolique depuis 2 ans. La pièce a commencé à tourner. J'ai attrapé le dossier d'une chaise pour me stabiliser. C'est impossible. Je l'ai vu souffrir, la chimio, la perte de poids, la peur dans ses yeux. Tout a été soigneusement orchestré, j'en ai peur, mais nous y viendrons. Il a sorti un autre document. Ceci est un relevé bancaire d'un compte aux îles Caïmans. Votre ex-femme y dépose de l'argent chaque fois que vous vendez quelque chose pour payer ses traitements. Votre maison lui a rapporté $400 000. Votre équipement de construction, $200 000 de plus. La Harley de votre père, votre alliance, tout est allé directement des paiements médicaux à son compte offshore. Je me suis assis lourdement sur le lit. Le matelas bon marché a grincé sous mon poids. Mes mains tremblaient maintenant, et pas à cause du froid qui s'infiltrait à travers les murs fins du motel. Vous me dites qu'elle n'a jamais eu le cancer? Les dossiers médicaux ont été falsifiés. La chimiothérapie était en fait une combinaison de solutions salines et de vitamines spécifiques qui la rendraient suffisamment malade pour paraître authentique. Elle a perdu du poids grâce à un régime strict et à des médicaments sur ordonnance. Chaque aspect a été planifié, documenté et exécuté avec l'aide du docteur Vance et de son avocat spécialisé en divorce, Brent Caldwell. Brent Caldwell, le requin qui m'avait déchiqueté au tribunal. L'homme qui m'avait dépeint comme un échec instable et fauché, incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. L'homme qui se tenait à côté de Mélodie alors qu'elle m'enlevait mes enfants. Depuis combien de temps savez-vous ça? Ma voix est sortie comme un murmure. J'enquête depuis 6 mois. J'ai été engagé le lendemain de la finalisation de votre divorce. Théodore s'est assis sur la chaise branlante en face de moi. La personne qui m'a engagé soupçonnait que quelque chose n'allait pas lorsque Mélodie a refusé de la laisser assister à des rendez-vous médicaux. Elle a discrètement recueilli des preuves depuis, attendant le bon moment pour révéler la vérité. Qui vous a engagé? Théodore a souri pour la première fois depuis son entrée dans ma chambre. Votre père, Earl Hutchkin. Il n'a jamais cru que Mélodie était malade, Monsieur Hutchkin. Il a dit, et je cite, « Mon garçon donnerait tout pour sa famille, mais je serai damné si je le laisse tout perdre pour un mensonge. » Les larmes sont venues alors, des larmes chaudes et de colère que j'avais retenues pendant des mois. Mon père, que j'avais repoussé quand il m'avait offert de l'aide, de qui j'avais été trop fier pour accepter de l'argent,
s'était battu pour moi tout ce temps. Papa savait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Votre mère, June, a aussi aidé, en suivant Mélodie quand elle disait qu'elle allait à ses traitements. Ils ont tout documenté. Votre frère, Dalton, a aidé à suivre les pistes de l'argent. Toute votre famille a travaillé pour vous sauver, Vernon. Vous n'avez jamais été seul, même quand vous en aviez l'impression. J'ai pensé à toutes ces nuits dans cette chambre de motel, me demandant si mes enfants, Colton et Piper, me pardonneraient un jour d'avoir tout perdu, de ne pas être le père qu'ils méritaient. J'ai pensé au rire cruel de Mélodie quand elle m'a dit qu'elle voulait un vrai homme, comment elle avait pris mes enfants et les avait empoisonnés contre moi. Et tout du long, ça avait été un mensonge. Et maintenant ? Ai-je demandé. Théodore s'est levé, redressant son costume. Demain matin à 9 h, le FBI arrêtera Mélodie et Brent Caldwell pour fraude, complot, détournement de fonds et une douzaine d'autres crimes fédéraux. Le docteur Vance a déjà avoué en échange d'une peine réduite. Vos enfants ont appris la vérité et sont actuellement avec vos parents, attendant que vous rentriez à la maison. À la maison ? Je n'ai plus de maison. En fait, si. Théodore a sorti un acte de propriété. Votre père a acheté votre maison par l'intermédiaire d'une fiducie le jour où vous l'avez vendue. Il l'entretient, gardant votre atelier exactement comme vous l'avez laissé. Il a dit que vous en auriez besoin quand tout cela serait terminé. J'ai fixé l'acte de propriété avec mon adresse dessus. La maison que j'avais construite de mes propres mains, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais pensé vieillir avec Mélodie. Elle m'avait attendu tout ce temps. Pourquoi personne ne me l'a dit plus tôt ? Nous avions besoin de preuves irréfutables. Votre ex-femme était très prudente, très intelligente. Un faux pas et elle aurait disparu avec l'argent et peut-être les enfants. Nous devions attendre d'avoir tout documenté, chaque crime prouvé au-delà de tout doute. Théodore s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Votre père m'a demandé de vous dire quelque chose. Il a dit, tu as fait exactement ce pourquoi je t'ai élevé. Tu as mis la famille en premier. Tu as tout sacrifié par amour. Le fait qu'elle ait exploité cela ne te rend pas faible, Vernon. Cela la rend diabolique. Et le mal ne gagne que lorsque les hommes de bien arrêtent de se battre. Ton combat n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, j'ai retrouvé ma voix. Attendez, vous avez dit que quelqu'un a frappé à ma porte et a tout changé. Mais vous n'avez encore rien changé. Vous venez de me dire la vérité. Théodore a souri à nouveau, plus largement cette fois. Monsieur Hutchkin, la vérité est l'agent de changement le plus puissant au monde. Dans 12 heures, votre ex-femme sera en détention fédérale. Vos enfants seront de retour dans vos bras. Votre entreprise pourra être reconstruite, mais surtout, vous saurez que votre famille ne vous a jamais abandonné. Si ce n'est pas tout qui change, je ne sais pas ce que c'est. Il a ouvert la porte pour partir, puis a fait une pause. Oh, et Vernon, votre père a dit de vous dire que Chester Pike et votre ancienne équipe de construction refusent des emplois depuis 6 mois, attendant votre retour. Eux non plus n'ont jamais cru Mélodie. Parfois, la famille que nous choisissons est tout aussi puissante que la famille dans laquelle nous sommes nés. La porte s'est refermée derrière lui, me laissant seul dans la chambre sans cette avec une vérité qui allait remodeler tout ce que je pensais savoir sur la pire année de ma vie. Avant que tout ne s'effondre, j'avais le genre de vie que d'autres hommes enviaient. Pas riche, mais à l'aise. Pas célèbre, mais respecté. Je dirigeais Hutchkin Construction à Denver, une entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, avec une camionnette et une boîte à outils que mon grand-père m'avait laissée. Nous étions spécialisés dans les maisons sur mesure, celles où chaque détail comptait. Mes mains avaient charpenté des centaines de maisons, mais celle dont j'étais le plus fier était la mienne. Je me souviens du matin où tout était encore parfait. C'était un jeudi de mars, et je me suis réveillé à 5h30 comme toujours. Mélodie dormait encore à côté de moi, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller. 20 ans de mariage, et je me sentais toujours chanceux de la regarder respirer. Elle avait laissé un mot sur ma table de chevet, comme chaque matin. Le café est prêt. Le déjeuner est au frigo. Je t'aime, Verne. En bas, mon fils, Colton, était déjà à la table de la cuisine. 14 ans et bâti comme moi à cet âge, tout en genoux et en coude, attendant que le reste de son corps rattrape. Il étudiait son livre de jeu pour l'entraînement de football de printemps. Salut, papa. Tu peux revoir les jeux avec moi plus tard ? Après le travail, mon grand.
On lancera le ballon jusqu'à ce que ton bras soit fatigué. Ma fille, Piper, est descendue ensuite, portant son étui de violon comme s'il contenait de l'or. Elle avait le talent musical de ma mère et la détermination de Mélodie. À 14 ans, elle était déjà premier violon de l'orchestre du lycée, bien qu'elle soit la plus jeune membre. Papa, le concert de printemps est le mois prochain. Tu seras là, n'est-ce pas? Je ne le manquerai pour rien au monde, ma chérie. C'était notre routine. Petit déjeuner ensemble, tout le monde parlant en même temps. Mélodie préparant les déjeuners tout en nous rappelant les rendez-vous chez le dentiste et les entraînements de football. J'embrassais tout le monde au revoir et je partais au travail où mon équipe chargeait déjà les camions. Chester Pike, mon contremaître depuis 8 ans, me tendait le programme de la journée. Vernon, on a la charpente de la propriété de Riverside aujourd'hui, et Madame Patterson veut encore changer la disposition de sa cuisine. 3e fois ce mois-ci. 4e, mais qui compte? On riait parce que c'est ce qu'on faisait. On gérait les clients difficiles, les retards dus à la météo et les pénuries de bois d'œuvre, et on construisait quelque chose de beau. Quoi qu'il en soit, mon équipe était solide. 8 hommes qui arrivaient tôt et restaient tard quand c'était nécessaire. Des hommes qui étaient fiers de bien faire les choses du premier coup. Mon père, Earl Hutchkin, passait parfois sur le chantier. 73 ans et toujours bâti comme un secondeur. Il avait dirigé Hutchkin Construction avant moi, à l'époque où tout se faisait avec des outils à main et de la sueur. Il parcourait mes projets, passant sa main sur la charpente, vérifiant les coins avec son œil exercé. Beau travail, fils. Ton grand-père serait fier. Merci, papa. Ta mère veut que vous veniez tous dîner dimanche. Ne sois pas en retard. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient sacrés. Ma mère, June, cuisinait assez pour une armée. Mon frère, Dalton, arrivait avec sa femme et ses 3 enfants. On mangeait jusqu'à ne plus pouvoir bouger, puis on s'asseyait sur le porche arrière pendant que les enfants jouaient dans le jardin. Dalton travaillait comme mécanicien, avait de la graisse incrustée en permanence sous ses ongles, mais il pouvait réparer n'importe quoi avec un moteur. Verne, as-tu déjà pensé à te développer? Peut-être te lancer dans l'immobilier commercial? Non, j'aime connaître les familles qui vivront dans ce que je construis. C'est personnel, tu sais. Mélodie et des mamans à faire la vaisselle, leur rire flottant par la fenêtre de la cuisine. Elles étaient proches depuis le lycée, quand je les ramenais à la maison pour la première fois. Maman m'avait pris à part ce soir-là et m'avait dit, celle-là est spéciale, Vernon. Ne gâche pas tout. Je ne l'avais pas fait, ou du moins c'est ce que je pensais. Le mardi qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre. Mélodie était fatiguée ces derniers temps, se plaignait de maux d'estomac. Je lui avais dit de voir un médecin, mais elle n'arrêtait pas de repousser. Puis elle m'a appelé au travail, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Verne, je suis à l'hôpital. Ils ont trouvé quelque chose. Peux-tu venir? J'ai laissé Chester aux commandes et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital général de Denver, dépassant toutes les limites de vitesse. J'ai trouvé Mélodie dans le service d'oncologie, toujours en blouse de papier, le mascara coulant sur ses joues. Le docteur Harrison Vance se tenait à côté d'elle, grand et sérieux dans sa blouse blanche. Monsieur Hutchkin, votre femme a un cancer de l'ovaire de stade 3. Nous devrons commencer un traitement agressif immédiatement. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse sur la poitrine. Le cancer. La même chose qui avait emporté ma grand-mère, mon oncle, le père de Mélodie. Je me suis assis lourdement sur la chaise du visiteur pendant que le docteur Vance expliquait les options de traitement, les taux de survie, les coûts. Les chiffres se sont brouillés. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la main de Mélodie dans la mienne, tremblant comme un oiseau. Dans le parking, par la suite, elle s'est effondrée complètement. Nous nous sommes assis dans ma camionnette pendant qu'elle sanglotait contre ma poitrine, ses doigts agrippés à ma chemise de travail. Je ne veux pas mourir, Verne. Je veux voir nos enfants obtenir leur diplôme, se marier, avoir des bébés. Je veux vieillir avec toi. J'ai pris son visage dans mes mains calleuses, j'ai regardé droit dans ses yeux verts dont j'étais tombé amoureux à 17 ans. Bébé, je vendrai mon âme pour te garder ici. On va vaincre cette chose. Quoi qu'il en coûte, on va gagner. Elle m'a embrassé alors, désespéré et effrayé. Promets-le-moi, Verne. Promets-moi que tu ne me laisseras pas mourir. Je te le promets, Mel. Je le jure sur tout ce que je suis,
tout ce que j'ai, tu vas survivre à ça. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, nous nous sommes assis à notre table de cuisine avec les papiers d'assurance étalés comme une carte de l'enfer. Limite de couverture, franchise, exclusion de traitements expérimentaux. Les chiffres étaient stupéfiants. L'assurance couvrirait 60 000 $. Le reste serait à notre charge. On trouvera une solution, lui ai-je dit. La maison a de la valeur. L'entreprise se porte bien. Nous avons des options. Elle m'a serré la main. Je t'aime, Vernon Hutchkin. Je t'aime aussi, Mélodie. On va s'en sortir ensemble. En y repensant maintenant, sachant ce que je sais, je peux voir les signes que j'ai manqués. La façon dont elle s'est détournée quand elle a dit qu'elle m'aimait. Le calcul dans ses yeux quand nous avons discuté de la vente d'actifs. L'appel téléphonique rapide qu'elle a passé à quelqu'un qu'elle disait être sa sœur, mais sa sœur vivait à Seattle et il était plus de minuit là-bas. Mais cette nuit-là, tout ce que je voyais, c'était ma femme, terrifiée et fragile, ayant besoin que je sois fort. Alors, j'ai été fort. J'ai fait des plans, des feuilles de calcul et des listes de tout ce que nous pouvions vendre. J'ai appelé des entrepreneurs que je connaissais, j'ai demandé à prendre des travaux supplémentaires. J'étais prêt à remuer ciel et terre. Parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. C'est ce qu'un vrai homme fait. Du moins, c'est ce que je pensais qu'un vrai homme faisait avant d'apprendre que parfois, la personne que vous essayez de sauver est celle qui tient le couteau. Les factures ont commencé à arriver 2 semaines après le diagnostic de Mélodie. Chaque enveloppe semblait plus lourde que la précédente. Je m'asseyais à la table de la cuisine après que tout le monde se soit endormi, une calculatrice à la main, essayant de faire fonctionner les chiffres. Ils ne fonctionnaient jamais. La première facture était de 47 000 $ pour les diagnostics et les consultations initiales. L'assurance en a couvert 12 000 $. J'ai vidé notre compte d'épargne et j'ai payé le reste. Mélodie m'a trouvé en train de regarder le relevé bancaire le lendemain matin. Verne, c'est trop. Peut-être devrions-nous obtenir un deuxième avis, trouver une option moins chère. Il n'y a pas d'option moins chère pour un stade 3, Mel. Le docteur Vance est le meilleur. C'est ce dont tu as besoin. Elle m'a embrassé sur le front. Et j'aurais dû remarquer qu'elle était déjà douchée et habillée à 5 heures du matin. J'ai un traitement à 9 heures. Tu n'as pas besoin de venir. Concentre-toi sur le travail. Je veux être là avec toi. Non, vraiment. Ça ira. Quelqu'un doit continuer à gagner de l'argent, n'est-ce pas? L'entreprise de construction se portait bien, mais pas assez. J'avais 3 maisons sous contrat, mais la construction signifiait payer les équipes et les fournisseurs avant d'être payé soi-même. La trésorerie était serrée les bons jours. Ce n'était plus de bons jours. Chester Pike a remarqué le stress le premier. Patron, ça va? Tu as été distrait ces derniers temps. Mélodie est malade, Chess. Le cancer. Son visage est devenu blanc. Chester avait perdu sa femme d'un cancer du sein 5 ans plus tôt. Jésus, Verne. De quoi as-tu besoin? D'un miracle ou d'environ 300 000 $. La même chose ces jours-ci. Il a fait une pause. J'ai 20 000 $ d'économie. C'est à toi. Je ne peux pas prendre ton argent, Chess. Tu m'as donné un travail quand personne d'autre ne le voulait, juste après la mort de Beth. J'étais un ivrogne. Et tu as pris un risque. Prends l'argent, Verne. Je l'ai pris. L'orgueil coûte cher quand votre femme est en train de mourir. La deuxième série de factures est arrivée avec la recommandation du docteur Vance pour un traitement expérimental. Il y a une nouvelle combinaison de médicaments qui montre des résultats remarquables, a-t-il expliqué dans son bureau impeccable. Elle n'est pas encore approuvée par la FDA, donc l'assurance ne la couvrira pas, mais j'ai vu des tumeurs diminuer de 70%. Combien? A demandé Mélodie en me serrant la main. Le protocole de traitement coûte environ 180 000 $. Mélodie a commencé à objecter, mais je l'ai coupé. On trouvera. J'ai d'abord vendu l'équipement de construction, l'appel que j'avais mis 3 ans à économiser pour acheter, les camions bennes, la grue, tous les outils qui me permettaient de prendre de plus grands projets. Je les ai mis en ligne le dimanche soir, je les ai vendus le mercredi. J'ai dû appeler mes clients et expliquer les retards que cela causerait. Madame Patterson a été compréhensive. Vernon, prenez tout le temps dont vous avez besoin.
La famille d'abord. Mais les promoteurs de Riverside n'ont pas été aussi gentils. Ils ont résilié le contrat, ont exigé le remboursement de leur acompte. Et voilà, 60 000 $ de bénéfices futurs se sont envolés. J'ai dû ensuite licencier l'équipe. Je les ai appelés dans la caravane de bureau un vendredi après-midi. Ces hommes travaillaient pour moi depuis des années. Ils étaient venus aux fêtes d'anniversaire de mes enfants, à la célébration de la retraite de mon père. Je dois fermer pour un moment, les gars. Je suis désolé. Miguel, mon meilleur charpentier, a secoué la tête. On peut travailler pour moins, patron. Accepter des baisses de salaire. Ce ne serait pas suffisant. Je veux que vous vous inscriviez au chômage, que vous trouviez un autre travail. Quand ce sera fini, si vous voulez toujours de moi, je vous réembaucherai tous. Ils sont sortis en silence. Chester est resté. Ce n'est pas juste, Vern. Quelque chose ne va pas dans tout ça. Le cancer ne se soucie pas de ce qui semble juste, Chess. La maison a été mise en vente le 3e mois. La maison que j'avais construite de mes propres mains, où chaque mur contenait un souvenir. Colton m'a trouvé debout dans l'atelier que j'avais ajouté l'année de sa naissance. Papa, on déménage vraiment? C'est juste temporaire, fils. Quand maman ira mieux, on construira une autre maison. Une meilleure. Je ne veux pas d'une meilleure. Je veux celle-ci. Moi aussi. Mais la maison s'est vendue en 2 semaines. 420 000 $. Après avoir remboursé l'hypothèque, il nous restait 300 000 $. C'est allé directement aux factures médicales et aux nouveaux protocoles de traitement. Nous avons déménagé dans un appartement de 2 chambres en centre-ville. Piper a dû partager une chambre avec son frère pour la première fois de sa vie. Elle ne s'est pas plainte, du moins pas à moi. Mais je l'entendais pleurer la nuit à travers les murs fins. Mon père est passé à l'appartement un soir, il m'a vu emballer mes outils pour les vendre. Vernon, ça a assez duré. Laisse-moi t'aider. Papa, toi et maman avez besoin de votre argent de retraite. Nous avons plus besoin de notre fils. Ta mère est d'accord. Nous pouvons te donner 50 000 $. Je ne les prendrai pas, il a frappé la table de sa main, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis mon adolescence. Au diable ta fierté, mon garçon. Tu te noies et tu ne veux pas d'une bouée de sauvetage. Ma femme, ma responsabilité. Ta famille, notre responsabilité. C'est comme ça que ça marche. Mais je n'ai pas cédé. En y repensant, j'aurais aimé le faire. Cela aurait sauvé plus que de l'argent. L'alliance a été la dernière chose à partir. Une bague en platine de 3 carats achetée lorsque j'ai décroché mon premier gros contrat de construction. J'avais promis à Mélodie qu'elle n'aurait jamais à l'enlever. Maintenant, j'enlevais la mienne chez Goldman & Pawn Shop sur Colfax Avenue. Monsieur Goldstein, qui connaissait ma famille depuis 40 ans, l'a regardée avec tristesse. Vernon, cette bague a une histoire. Ton grand-père a acheté la bague originale à mon père en 1955. Tu l'as fait remonter pour Mélodie. Combien pouvez-vous me donner? Elle vaut 8 000 $. Je vous en donne 15. Je ne peux pas accepter la charité, monsieur Goldstein. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans un homme bon qui passe une mauvaise année. J'ai pris les 15 000 $, les ai ajoutés aux 10 000 $ que j'ai eus pour la Harley de mon père, que j'avais vendue sans le lui dire. Cela a couvert un autre mois de traitement. Pendant ce temps, Mélodie allait mieux, du moins physiquement. Le poids qu'elle avait perdu rendait ses pommettes saillantes, mais sa couleur revenait. Le docteur Vance nous a montré des scanners où les tumeurs avaient considérablement diminué. Le traitement fonctionne mieux que prévu, a-t-il annoncé. Je pense que nous envisageons une rémission complète dans les 2 mois. Mélodie a pleuré de soulagement. Je ne ressentais que de l'épuisement. Nous avions gagné, mais à quel prix? Je n'avais plus rien. Pas d'entreprise, pas de maison, pas d'économie. Mais elle était en vie. C'était censé être suffisant. Mon frère Dalton m'a pris à part au dîner du dimanche. Verne, quelque chose ne va pas, Mélodie semble différente. Elle a traversé l'enfer, Dal. Non, c'est autre chose. La façon dont elle te regarde, comme si elle était déçue ou quelque chose. Tu imagines des choses. Mais il n'imaginait rien. Je ne pouvais tout simplement pas le voir encore. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir.
Quand on a tout donné pour quelqu'un, on ne peut pas se permettre de se demander s'il en valait la peine. Ce genre de pensée pourrait rendre un homme fou. La même semaine où le docteur Vance a déclaré Mélodie guérie du cancer, elle a commencé à recevoir des SMS qui la faisaient sourire. Quand j'ai demandé avec qui elle parlait, elle a dit que c'était son « groupe de soutien ». Ils comprennent ce que j'ai traversé, a-t-elle dit, sans me regarder. Tu ne comprendrais pas, j'aurais dû savoir alors. La femme qui avait tout partagé avec moi pendant 20 ans avait soudainement des secrets. Mais j'étais trop fatigué pour me battre, trop fauché pour penser clairement, et trop soulagé qu'elle soit en vie pour remettre en question la distance qui grandissait entre nous. 6 semaines après le dernier scanner clair de Mélodie, je suis rentré d'une journée de travail pour trouver des valises dans notre chambre. Elle pliait des vêtements avec le genre de précision qu'elle utilisait quand elle était en colère. L'appartement sentait son parfum cher, celui qu'elle avait arrêté de porter pendant le traitement, mais qu'elle avait soudainement recommencé à utiliser. Mel, qu'est-ce qui se passe? On va quelque part? Elle n'a pas levé les yeux de ses bagages. Je te quitte, Vernon. Les mots n'avaient pas de sens. Je venais de passer 14 mois à vendre tout ce pourquoi j'avais travaillé pour lui sauver la vie. Nous avions gagné. Elle était guérie du cancer. Nous étions censés reconstruire ensemble. Je ne comprends pas. Est-ce à cause de l'argent? Je le récupérerai, Mel. Donne-moi du temps. Elle m'a finalement regardé et ses yeux étaient froids comme la glace de janvier. Regarde-toi, Vernon. Tu es pathétique. Tu travailles à la journée comme un immigré clandestin, tu vis dans ce dépotoir. Tu portes les 3 mêmes chemises parce que tu as vendu tout le reste. J'ai tout vendu pour te sauver la vie. Et c'est exactement le problème. Elle a ri et c'était un son que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant, cruel, aigu. Un vrai homme n'aurait pas tout perdu. Un vrai homme aurait trouvé un moyen de garder son entreprise, sa maison, sa dignité. Un vrai homme? J'ai tout abandonné pour toi. Non, tu as tout abandonné parce que tu es faible. Mon avocat, Brent Caldwell, voilà un homme qui sait comment gérer la vie. Il a vu mon potentiel, a vu ce que je pourrais devenir sans que tu me tires vers le bas. Brent Caldwell. Je connaissais ce nom. C'était l'avocat spécialisé en divorce avec le panneau d'affichage sur LIE 25. Celui qui disait, prenez-lui tout ce qu'il a, tu as une liaison. Ce n'est pas une liaison quand le mariage est déjà mort, Vernon. Il est mort le jour où tu as vendu notre maison. Peut-être avant. Je t'ai regardé te démener et mendier de l'argent. Je t'ai vu te traîner chez ce prêteur sur gage. Je t'ai regardé licencier ton équipe comme un lâche. C'était dégoûtant. Mes mains tremblaient maintenant. J'essayais de te sauver la vie. Eh bien, félicitations. Tu l'as sauvée. Et maintenant, je vais la vivre correctement, avec quelqu'un qui n'est pas un échec complet. Les papiers du divorce étaient déjà rédigés. Elle me les a tendus comme si elle me donnait une facture de travail. Bren dit que tu auras besoin de ton propre avocat, bien que je ne sache pas comment tu en paieras un. Je demande la garde exclusive des enfants, une pension alimentaire et la moitié de tous les revenus futurs de ton entreprise de construction quand tu la reconstruiras. Tu ne peux pas prendre mes enfants, Mélodie. Je peux et je le ferai. Ils ont besoin de stabilité, Vernon. Pas d'un père qui vit dans un motel et travaille au noir pour de l'argent. Mon frère, Dalton, est arrivé moins d'1 heure après mon appel. Il m'a trouvé assis sur les marches de l'appartement, les papiers du divorce toujours à la main. Il les a lus, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque page. C'est de la folie, Verne. Elle ne peut pas faire ça. Tu lui as sauvé la vie. Apparemment, ça me rend faible. On va se battre. J'appellerai tous les avocats de Denver s'il le faut. Mais les avocats coûtent de l'argent, et je n'en avais pas. L'aide juridique m'a assigné une avocate commis d'office nommée Patricia Moss, fraîchement sortie de l'école de droit et débordée de dossiers. Elle a examiné mes documents financiers avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. Monsieur Hutchkin, vous n'avez aucun actif, aucun revenu stable, et vous vivez dans un espace qui ne répondrait pas aux exigences de garde pour 2 adolescents. Madame Hutchkin a déjà emménagé dans une maison de 4 chambres à Cherry Creek avec Monsieur Caldwell. Il est son avocat spécialisé en divorce et maintenant son fiancé, selon ses documents. Ça ne s'annonce pas bien. L'audience pour la garde a eu lieu 3 semaines plus tard. Je portais mon seul costume, celui que j'avais gardé pour les enterrements.
Mélodie est arrivée dans des vêtements de marque que je n'avais jamais vus auparavant, Brent Caldwell à ses côtés comme s'il avait déjà gagné. Le juge Maureen Thornton a présidé. Elle était connue pour être juste mais stricte en ce qui concerne le bien-être des enfants. Mélodie a témoigné la première, peignant un tableau de moi comme étant instable, financièrement irresponsable, peut-être déprimé. Il a vendu notre maison familiale sans vraiment me consulter, a-t-elle dit au juge, les larmes parfaitement synchronisées. Il a pris des décisions financières imprudentes qui ont laissé nos enfants sans stabilité. Je suis inquiète pour son état mental. Quand ce fut mon tour, j'ai essayé d'expliquer. Votre honneur, j'ai tout vendu pour payer le traitement contre le cancer de Mélodie. Les factures médicales s'élevaient à plus de 300 000 $. Et où sont ces dossiers médicaux, a interrompu Caldwell. Les informations sur la santé de ma cliente sont privées, mais je peux assurer à la cour qu'elle aurait survécu avec un traitement standard. Monsieur Hutchkin a choisi de poursuivre des mesures excessives qui ont mis la famille en faillite inutilement. Excessives? Elle avait un cancer de stade 3. Le juge Thornton a appelé à l'ordre. Puis est venue la pire partie. Mes enfants ont été appelés à témoigner. Colton ne voulait pas me regarder dans les yeux. Piper fixait ses mains. Préférez-vous vivre avec votre mère ou votre père, a demandé le juge. La voix de Colton était plate, répétée. La maison de maman est meilleure pour nous. Papa peut nous rendre visite, mais nous avons besoin de stabilité. Piper a juste hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je voulais crier que leur mère les avait coachés, les avait menacés, mais je n'avais aucune preuve. Patricia Moss n'a rien objecté. Elle semblait vaincue avant même que nous ayons commencé. La décision a été rapide. Compte tenu de la situation financière actuelle et des conditions de vie de Monsieur Hutchkin, j'accorde la garde exclusive à Madame Hutchkin. Monsieur Hutchkin aura un droit de visite supervisé un week-end sur 2. De plus, il paiera 500 $ par mois de pension alimentaire et 30% de tout revenu futur dépassant 40 000 $ par an pour la pension alimentaire. Votre honneur, je n'ai même pas 500 $. Alors je vous suggère de trouver un emploi rapidement, Monsieur Hutchkin, ou de faire face à des accusations d'outrage. À l'extérieur du palais de justice, Mélodie est passée devant moi avec les enfants. Colton a essayé de s'arrêter, mais elle l'a entraîné. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Brent Caldwell s'est arrêté à côté de moi. Tu aurais dû la laisser partir quand tu en avais l'occasion, Vernon. Certains hommes ne sont pas faits pour jouer dans la cour des grands. Je l'aimais. Et c'était ta première erreur. L'amour, c'est pour les gens qui peuvent se le permettre. Cette nuit-là, j'ai emménagé au Sunset Valley Motel. 39 $ la nuit, payé à la semaine. La propriétaire, Madame Chen, avait des yeux bienveillants et n'a pas posé de questions quand j'ai payé en espèces froissées. Chambre 107, a-t-elle dit en me tendant la clé. C'est calme. Vous avez l'air d'avoir besoin de calme. La chambre sentait la cigarette et l'échec. Un lit, une chaise, une télé qui captait 3 chaînes. Je me suis assis sur le lit et j'ai appelé Dalton. J'ai tout perdu, Dal. Mes enfants, ma femme, toute ma vie. Tu n'as pas tout perdu, Verne. Tu es toujours là. Et tant que tu es là, tu peux te battre. Avec quoi? Je n'ai plus rien avec quoi me battre. Tu nous as, moi, maman, papa. On ne t'abandonne pas, mais assis dans cette chambre de motel, regardant le plafond taché d'eau, j'avais renoncé à moi-même. J'avais tout fait correctement, tout ce qu'un homme bon était censé faire, et tout cela n'avait servi à rien. Mélodie vivait dans un manoir avec son avocat. Mes enfants pensaient que j'étais un échec, et je mangeais des haricots en conserve dans un motel qui louait des chambres à l'heure. 3 semaines se sont écoulées dans un flou de travail à la journée et de silence. J'ai arrêté de répondre aux appels de ma famille. J'ai arrêté d'espérer que les choses s'amélioreraient. J'existais, rien de plus. Puis est venu le coup à la porte à 2 heures du matin qui allait tout changer. Le coup qui allait révéler la vérité derrière le mensonge que j'avais vécu. Le coup qui allait prouver que mon père s'était battu pour moi tout du long, même quand j'avais été trop fier et trop brisé pour le voir. Les révélations de Theodore Ashford sur le faux cancer de Mélodie flottaient dans l'air de la chambre du motel comme la fumée d'un incendie que je ne pouvais pas voir. J'ai fixé les documents étalés sur mon lit, chacun plus accablant que le précédent, des relevés bancaires des îles Caïmans,
des SMS entre Mélodie et le docteur Vance planifiant des rendez-vous à des moments où je ne pourrais pas y assister, des photos d'elle avec Brent Caldwell datant de 2 ans, bien avant son diagnostic. Ça ne peut pas être réel, ai-je dit, ma voix rauque. Je l'ai vu souffrir. Les vomissements, la perte de poids, la peur dans ses yeux. Théodore a sorti un rapport médical. Le sirop d'IPK provoque des vomissements. La phénitoïne provoque une perte de poids rapide. Les anxiolytiques créent des symptômes de panique réalistes. Le docteur Vance a prescrit tout cela sous prétexte de gérer les effets secondaires du traitement. Votre femme s'empoisonnait essentiellement juste assez pour paraître malade pendant que vous détruisiez votre vie pour la sauver. Je me suis levé trop vite et la pièce a tourné. J'ai besoin d'air. Il y a plus, monsieur Hutchkin. Plus? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Théodore m'a tendu une transcription. Ceci est une conversation enregistrée entre Mélodie et Caldwell 3 jours avant qu'elle ne demande le divorce. Voulez-vous que je lise la partie pertinente? J'ai hoché la tête, incapable de parler. La voix de Théodore était stable alors qu'il lisait. Caldwell dit, Vernon se doute-t-il de quelque chose? Mélodie répond, il est trop épuisé pour réfléchir. L'idiot a vendu son alliance hier. Il a même pleuré chez le prêteur sur gage, d'après M. Goldstein. Caldwell rit et dit, parfait. Dépose les papiers lundi. Le temps qu'ils comprennent quoi que ce soit, nous serons aux Bermudes avec son argent. La rage m'a frappé comme une force physique. J'ai donné un coup de poing dans le mur, laissant un trou dans le placo bon marché. Mes jointures saignaient, mais je ne le sentais pas, ils en ont ri. Elle m'a regardé vendre la bague de mon grand-père et en a ri. Votre père a soupçonné quelque chose lorsque Mélodie a refusé de le laisser lui rendre visite pendant les traitements. Elle a prétendu que c'était trop émouvant pour elle, mais votre père savait mieux. Il m'a engagé il y a 6 mois. 6 mois? Je vis dans ce trou à rats depuis 6 mois. Nous avions besoin de preuves irréfutables. Votre ex-femme était très prudente. Un faux pas et elle aurait disparu avec l'argent et vos enfants. Nous devions monter un dossier en béton. Théodore a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. C'était le docteur Vance dans ce qui ressemblait à une salle d'interrogatoire du FBI. Dr Harrison Vance, a déclaré une voix hors champ. Vous avouez une fraude médicale, une fraude à l'assurance et un complot en vue de commettre une fraude financière en échange d'une peine réduite. Est-ce exact? Oui, a répondu Vance, le visage pâle et en sueur. Mélodie est ma cousine. Elle est venue me voir il y a 2 ans avec ce plan. Elle a dit que son mari devenait ennuyeux, qu'elle méritait mieux. Elle voulait partir, mais avait besoin d'argent pour recommencer. Je lui ai dit que c'était de la folie, mais elle m'a offert 30% de tout ce qu'elle récolterait. J'ai des dettes de jeu. J'avais besoin de l'argent. La vidéo a continué. Elle n'a jamais eu le cancer. Jamais. Chaque scanner que j'ai montré à Vernon provenait d'autres patients, édités avec les informations de Mélodie. Chaque traitement était faux. Tout n'était qu'une escroquerie élaborée. Théodore a mis la vidéo en pause. Il y a 3 heures de sa confession. Il détaille tout, y compris comment Mélodie a commencé sa relation avec Caldwell avant le faux diagnostic. Caldwell lui a en fait donné l'idée après avoir traité le divorce d'un autre client où le conjoint avait un cancer. Je me suis rassis sur le lit, la tête dans les mains. Mes enfants, oh mon Dieu, mes enfants pensent que je suis un échec. À ce sujet, a dit Théodore en sortant un autre document. Votre père les a rencontrés en secret. Il y a 2 semaines, il leur a montré une partie de ses preuves. Ils connaissent la vérité maintenant, Vernon. Quoi? Votre fils, Colton, a appelé votre père après avoir trouvé sa mère en train de déchiqueter des documents. Il savait que quelque chose n'allait pas. Votre père leur a tout dit. Ils sont chez lui en ce moment, vous attendant. Mais l'ordonnance de garde dit que je ne peux pas les voir sans surveillance. Théodore a souri. Cette ordonnance de garde est sur le point de devenir sans objet. Dans environ 4 heures, à 6 heures, le FBI arrêtera Mélodie et Brent Caldwell. Les accusations comprennent la fraude médicale, la fraude à l'assurance, le complot, le blanchiment d'argent et l'ingérence dans la garde. Le docteur Vance a été arrêté hier et est actuellement en détention fédérale. Ça arrive vraiment? Ça arrive. Votre père voulait aussi que je vous dise autre chose. Théodore a sorti un acte de propriété.
Il a acheté votre maison le jour où vous l'avez vendue. Il a utilisé une société écran pour cacher l'achat à Mélodie. Elle vous attend. J'ai regardé l'acte de propriété. Mon adresse, la maison que j'avais construite de mes propres mains. Papa a acheté ma maison. Il a aussi maintenu vos licences d'entreprise à jour, a entretenu votre assurance d'entrepreneur et a refusé des clients qui voulaient engager Uchkin Construction, leur disant que vous seriez bientôt de retour. Les larmes sont venues alors. Mon père, que j'avais repoussé par orgueil, s'était battu pour moi pendant tout ce temps. Il y a encore une chose, a dit Théodore. Chester Pike et votre équipe de construction se sont réunis chez votre père tous les dimanches. Ils ont refusé d'autres emplois permanents, faisant du travail à la journée comme vous, attendant votre retour. Votre père les a aidés financièrement quand ils en avaient besoin. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée par l'émotion. Théodore s'est levé pour partir. Votre père voulait que je vous donne ça. Il m'a tendu des clés de voiture. Votre camionnette est sur le parking. Il l'a entretenue. Il y a aussi ça. C'était une carte de visite de Theodore Ashford, détective privé. Au dos, de l'écriture de mon père, fils, un homme ne se mesure pas à ce qu'il perd, mais à ce qu'il est prêt à sacrifier pour sa famille. Tu as tout sacrifié. Maintenant, laisse ta famille t'aider à reconstruire. Plus d'orgueil. Rentre juste à la maison. Papa. Monsieur Uchkin, a dit Théodore à la porte, votre ex-femme pensait qu'elle vous avait brisé. Elle pensait que vous étiez faible d'avoir tout donné pour la sauver, mais elle n'a jamais compris que votre force ne résidait pas dans ce que vous possédiez, mais dans ce que vous étiez prêt à perdre pour quelqu'un que vous aimiez. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le genre de force que la plupart des gens n'auront jamais. Après son départ, je suis resté assis dans l'obscurité de la chambre 107 pendant 1 heure, traitant tout. Puis je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai mis ma dernière chemise propre et je suis sorti sur le parking. Ma camionnette était là, brillante sous le lampadaire. La même fissure dans le pare-brise là où Colton avait frappé une balle de baseball il y a 2 ans. La même tache de café sur le siège du conducteur là où Piper avait renversé ma tasse en se précipitant pour aller à l'école. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père alors que le soleil se levait. Toute la famille était sur le porche d'entrée. Colton et Piper ont couru vers la camionnette avant même que je puisse me garer. Papa, a sangloté Piper contre ma poitrine. On est tellement désolé. Maman nous a fait dire ces choses au tribunal. Elle a dit qu'elle nous enverrait à l'école militaire si on ne le faisait pas. Colton, essayant d'être fort mais échouant, m'a serré plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Je savais que quelque chose n'allait pas, papa. La façon dont maman riait de la vente de la maison, ce n'était pas normal. Papy nous a montré la vérité. Elle est diabolique, papa. Elle est vraiment diabolique. Mon père se tenait sur le porche, ma mère à ses côtés. Il avait l'air plus âgé mais satisfait, comme un général qui avait enfin gagné une longue guerre. Fils, a-t-il dit simplement. Papa, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Entre juste. Ta mère a fait le petit déjeuner. Ton équipe est en route et nous avons une entreprise à reconstruire. Mais d'abord, on mange. Tu as l'air d'un déterré. Alors que nous entrions, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Uchkin, c'est l'agent Sarah Coleman du FBI. Nous avons Mélodie et Brent Caldwell en garde à vue. Nous aurons besoin que vous veniez au bâtiment fédéral cet après-midi pour faire une déclaration. Vont-ils en prison? M. Uchkin, avec les preuves que nous avons, ils risquent tous les deux de 15 à 20 ans minimum. L'argent a été gelé et vous sera restitué à titre de dédommagement. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Ils l'ont eu. Ma mère a commencé à pleurer. Dalton a poussé un cri de joie et a frappé l'air. Mon père a juste hoché la tête. Justice, a-t-il dit doucement. Maintenant, on reconstruit. 6 mois après ce matin chez mon père, je me tenais dans mon atelier reconstruit, passant mes mains sur le même établi où j'avais appris à Colton à utiliser un marteau. Le FBI avait été minutieux. Mélodie a eu 12 ans de prison fédérale pour fraude, complot et blanchiment d'argent. Brent Caldwell a eu 15 ans plus la radiation du barreau. Le docteur Harrison Vance a perdu sa licence médicale et a eu 8 ans. Le tribunal a ordonné une restitution complète, bien que la plupart de l'argent ait disparu. Ce qu'ils ont récupéré a servi à reconstruire mon entreprise.
Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. Ce qui comptait, c'était le samedi matin que je vivais en ce moment, avec Colton et Piper travaillant à mes côtés sur une étagère sur mesure pour leur grand-mère. « Papa » a demandé Piper en ponçant une planche d'étagère. « Comment fais-tu confiance à quelqu'un après ce que maman a fait ?» J'ai beaucoup réfléchi à cette question ces derniers temps. Tu sais ce que ton grand-père Earl m'a appris? Fais confiance, mais vérifie. J'ai fait entièrement confiance à ta mère. Et ce n'était pas une erreur. L'amour doit inclure la confiance. Mais j'ai ignoré les signes avant-coureurs parce que je voulais croire au meilleur. Le véritable amour, comme celui que grand-père a montré quand il a enquêté discrètement tout en me soutenant, protège tout en faisant confiance. Colton a levé les yeux de la mesure d'une planche. Tu la détestes? Non, fils. La détester signifierait qu'elle a encore du pouvoir sur moi. J'ai pitié d'elle. Elle avait une famille qui l'aimait, un mari qui serait mort pour elle, et elle a tout jeté pour de l'argent qui est maintenant gelé sur des comptes fédéraux. Elle passera les 12 prochaines années dans une cellule à penser à ce choix. Chester Pike est entré dans l'atelier avec du café et des beignets. Il avait été le premier à revenir quand j'ai rouvert Hutchkin Construction. Toute l'équipe est revenue en une semaine. Nous étions plus petits maintenant, mais plus forts. Tous les clients qui étaient partis sont revenus avec des excuses et de nouveaux contrats. Vernon, Madame Patterson veut savoir si tu peux lui construire une maison d'amis. Elle dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il le faudra pour t'avoir spécifiquement. Dis-lui qu'on commencera le mois prochain. Mon père est apparu à l'entrée, vérifiant toujours mon travail après toutes ces années. Mais maintenant, je l'accueillais. Sa vigilance m'avait sauvé quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. Ça a l'air bien, Phil. Bien que ce joint d'angle pourrait être plus serré. C'est parfait et tu le sais, vieil homme. Il a souri. Juste pour te garder affûté. Nous avons travaillé dans un silence confortable jusqu'à ce que Piper pose une autre question. Papa, ce détective privé, Monsieur Ashford, sa carte est toujours sur ton bureau. Pourquoi? J'ai pris la carte, lisant la note au dos pour la 100e fois. Il pense que je devrais aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai traversé. Les escroqueries à la fausse maladie sont plus courantes qu'on ne le pense. Il veut que je consulte sur des cas, que je partage mon histoire, que j'aide les gens à voir les signes avant-coureurs. Le feras-tu? Peut-être. Pour l'instant, je me concentre sur la reconstruction. Mais un jour, ouais. Si je peux empêcher une personne de traverser ce que nous avons traversé, ça en vaudra la peine. Ma mère a appelé de la maison. Le déjeuner est prêt. Tout le monde à l'intérieur. Alors que nous nous dirigions vers la maison, Dalton est arrivé dans sa camionnette. Il avait commencé à venir à chaque repas de famille, amenant ses enfants, s'assurant que je ne me sente jamais seul. La maison était à nouveau bruyante, pleine de vie, de rires et de disputes sur les équipes de football. Après le déjeuner, je me suis tenu sur le porche arrière avec mon père, regardant les enfants jouer au basket dans l'allée. Le même panier que j'avais installé 15 ans plus tôt était toujours là. Un peu rouillé, mais solide. Papa, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Tu n'as pas besoin. Si, j'en ai besoin. Tu m'as sauvé la vie quand j'y avais renoncé. Il a posé sa main sur mon épaule, sa poigne toujours forte à 74 ans. Fils, tu aurais fait la même chose pour Colton. Bon sang, tu as fait la même chose pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce n'est pas de la bêtise. C'est du caractère. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui sont capables de nous faire le plus de mal. Comment sais-tu quand faire confiance et quand vérifier? Tu ne sais pas. Tu fais juste les deux. Tu aimes de tout ton cœur, mais tu gardes les yeux ouverts. Et tu t'assures que ta famille sait que quoi qu'il arrive, tu es là pour eux. La clé de la chambre 107 du motel est toujours accrochée à un crochet dans mon atelier. Non pas comme un rappel de mon point le plus bas, mais comme une preuve que le fond du trou n'est pas la fin si vous avez des gens qui ne vous laisseront pas tomber. Chaque matin, je la vois quand je prends mes outils et je me souviens que la pire chose qui me soit arrivée m'a conduit à la leçon la plus importante de ma vie. La vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber. C'est d'avoir des gens qui ne vous laisseront pas tomber. C'est un père qui se bat pour vous quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même. C'est un frère qui se présente sans qu'on le lui demande. C'est des amis qui attendent votre retour, peu importe le temps que cela prend. Il y a 2 semaines,
Un homme m'a appelé. Sa femme avait été diagnostiquée avec une maladie sanguine rare, et quelque chose clochait dans toute la situation. Theodore Ashford lui avait donné mon numéro. Monsieur Hutchkin, je ne sais pas où me tourner. J'ai déjà vendu ma voiture, et elle me pousse à vendre la maison. Pouvez-vous me rencontrer demain, ai-je demandé. Et apporter chaque document médical que vous avez. J'ai trouvé 3 incohérences dans les 5 premiers documents. La signature du médecin variait légèrement. L'entête de l'hôpital provenait d'un établissement qui avait fermé 2 ans plus tôt. Le médicament prescrit n'était pas utilisé pour la maladie qu'elle prétendait avoir. La femme de cet homme est maintenant sous enquête. Il a toujours sa maison. Comment puis-je vous remercier ? A-t-il demandé lorsque nous avons confirmé la fraude. Vous venez de le faire. Chaque personne que nous aidons donne un sens à ce que j'ai traversé. Mon fils Colton a récemment écrit une rédaction pour l'école sur les héros. Il a écrit sur son grand-père, l'homme qui a mené une guerre silencieuse pour sauver son fils. Il a écrit sur moi, qui ai tout donné par amour, même quand cet amour était un mensonge. Mais surtout, il a écrit sur la façon dont parfois, le vrai héros est la personne qui vous voit au plus bas et dit « Lève-toi ». On n'a pas encore fini. L'enseignante m'a appelé, inquiète que l'histoire soit trop mature pour un garçon de 14 ans. Il l'a vécu, lui ai-je dit. Il a gagné le droit de la raconter. Hier, Piper a joué à son concert de printemps, le même que j'avais promis d'assister ce matin-là où notre vie était encore parfaite. Je me suis assis au premier rang entre mes parents, Dalton de l'autre côté, Chester et l'équipe remplissant le reste de la rangée. Quand elle a joué son solo, j'ai pensé à tous les concerts que Mélodie manquerait depuis sa cellule de prison fédérale. Mais surtout, j'ai pensé aux secondes chances, à la grâce que nous ne méritons pas mais que nous obtenons parfois quand même, aux pères qui refusent de laisser leur fils disparaître dans les ténèbres, à la différence entre être brisé et être ouvert. Le coup à la porte de mon motel cette nuit-là n'a pas seulement révélé la vérité sur la tromperie de Mélodie. Il a révélé la vérité sur l'amour, la famille et les liens indéfectibles qui nous soutiennent quand nous ne pouvons pas tenir debout seuls. J'étais un homme qui a tout perdu en sauvant quelqu'un qui n'a jamais été malade. Mais en perdant tout, j'ai trouvé ce qui comptait vraiment. Pas la maison que j'ai construite de mes mains, mais le foyer que mon père a gardé en vie dans son cœur. Pas l'entreprise que j'ai créée, mais la fraternité qui m'attendait à mon retour. Pas le mariage que je pensais avoir, mais la famille qui ne m'a jamais laissé partir. L'histoire que j'ai partagée avec vous ne concerne pas seulement la trahison ou la fraude, ou la cruauté dont certaines personnes sont capables. C'est ce qui se passe après la fin du monde. Ce sont les gens qui se présentent à 2 heures du matin en costume ou en vêtements de travail avec des plats préparés, prêts à vous aider à reconstruire à partir de rien. Si vous regardez ceci et que vous avez été brisé par quelqu'un en qui vous aviez confiance, sachez ceci, votre histoire n'est pas terminée. Il y a des gens qui se battent pour vous que vous ne connaissez peut-être même pas. Il y a des mains tendues dans l'obscurité, attendant que vous les saisissiez. Le fond du trou n'est pas la fin. Parfois, c'est juste le fondement de quelque chose de mieux. Je m'appelle Vernon Hutchkin. Je suis un ouvrier du bâtiment, un père, un fils et un survivant de la pire trahison imaginable. Mais je suis toujours là, toujours en train de construire, toujours en faisant confiance, mais maintenant en vérifiant aussi. Et ce coup à la porte de mon motel. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui venait me dire la vérité. C'était la vie elle-même qui refusait de me laisser abandonner, refusant de laisser la cruauté de Mélodie être la fin de mon histoire. C'était l'amour de mon père, portant un costume et transportant des preuves, me rappelant que la famille ne se résume pas au sang ou au certificat de mariage. C'est qui se présente quand vous mangez des haricots froids dans une chambre de motel et dit « Il est temps de rentrer à la maison, fils. On a du travail. » Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que survivre à la trahison est possible, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire sur vos propres expériences avec la famille, la confiance et la reconstruction. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires et trouvant leur chemin vers la lumière. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez. Quelqu'un, quelque part, se bat pour vous. Parfois, il porte un costume à $5000 et transporte des preuves. Parfois, c'est votre père qui n'a jamais cessé de croire en vous. Parfois, c'est vous-même, votre futur vous, qui sait que ce n'est pas là que votre histoire se termine. Restez fort. Faites confiance, mais vérifiez.
Et n'oubliez jamais que le véritable amour ne vous brise pas. Il vous reconstruit, une pièce à la fois.